Et souvent, alors que les émotions, il y a un sentiment que c'est incontrôlable. C'est malgré moi. Et ça fait peur dans certaines cultures, les émotions. Certaines cultures adorent les émotions. Et dans certaines cultures, que depuis des siècles et des siècles, on explique « Ah non, perdre le contrôle, c'est pas bien. » Il faut raisonner. Les émotions, c'est donc mauvais. Et là, on peut développer toutes sortes de vues étranges sur les émotions et être habité d'émotions. Et dans ces cultures-là, on peut noter que quand arrive le bouddhisme, les gens tout de suite se disent « Ah, le bouddhisme nous explique. Il ne faut pas avoir d'émotions. On va rester zen, sans émotions. Ça vient confirmer que j'ai pas besoin de travailler sur mes émotions. J'ai juste à les nier, les réprimer, les contrôler. C'est merveilleux. » Et si en plus on a associé émotion avec culpabilité, indignité, insécurité, et il y a des émotions qui ne sont pas confortables, sont associées à une sensation désagréable. Donc, ça va contre ma recherche du plaisir. Et donc, on comprend très mal. Alors que souvent, comme on manque d'intelligence, on dit intelligence émotionnelle, mais ça dépasse le cadre des émotions dans cette compréhension. Mais là, si je dis intelligence sentimentale, là, on pense tout de suite qu'on parle juste de romantisme. C'est de pouvoir comprendre tous les sentiments et les émotions. Et souvent, les sentiments, on n'arrive pas toujours à les percevoir, mais les émotions, on a la difficulté à les cacher. Ce sont des manifestations physiques. On rougit. On commence à avoir de la sueur, ou on rigole, ou on a des pleurs. Ou notre poitrail se redresse. Ou au contraire, remplit l'échine. Il y a plein de réactions émotionnelles. Et c'est incontrôlable. On essaie d'apprendre à les cacher. C'est pas correct dans certaines cultures. Et on a l'impression que dans le bouddhisme, on va plus avoir d'émotions. Il faudrait surtout pas qu'on perde le contrôle. Et puis, par exemple, Venerable Geshe-la dit que quand il contemplait la bonté, par exemple, de Je-Tsongkhapa, il avait des larmes incontrôlables. Incontrôlables. Le problème, c'est pas que ce soit contrôlable ou incontrôlable. Le problème, est-ce que ça vient de l'identification correcte ou incorrecte? Si ce sont les émotions incontrôlables de notre identification correcte, où est le problème? Où est le problème? Où est le problème qu'il a des larmes incontrôlables? Qu'il est ému? Qu'il se sent tellement aimé par Je-Tsongkhapa? Quand il pense à Je-Tsongkhapa, c'est que Je-Tsongkhapa l'aime totalement, que Je-Tsongkhapa ferait tout pour lui rendre sa bonté. Que quand Je-Tsongkhapa le regarde, il va juste se rappeler, tu as déjà été ma mère. Tu m'as tenu dans ton sein. Tu m'as nourri, tu m'as protégé quand j'étais le plus fragile. Je te dois tout. Je vais tout faire pour que tu réalises tout ton potentiel. Je te donne accès à la plus profonde des sagesses qui va te libérer totalement. Il y a de quoi se sentir aimé et pleurer d'émotion, spontanément, sans contrôle. Et en plus de transformer ceci en un sentiment d'une telle gratitude, de dire je vais consacrer ma vie à répandre tes enseignements, à donner accès à tout le monde. Tout le monde est tellement précieux, tout le monde mérite d'avoir accès à ta sagesse. Je vais tout faire, donner toute mon énergie. Je vais être habité d'émotions pour y arriver. Je vais générer des sentiments pour que ces émotions m'habitent, me donnent l'énergie. Je vais contempler, contempler, contempler pour être habité de ces sentiments. Quand on a de la familiarité, le sentiment jaillit spontanément.
Et à partir de ce sentiment, il y a un mouvement sur les vents et qui produit des émotions. Et nous voulons donc apprendre, pouvoir observer, apprendre de nos émotions, apprendre de nos sentiments, apprendre de ces sentiments d'urgence qui se traduisent en émotions. Parce qu'on aimerait que ça puisse se diriger vers l'identification correcte, ses besoins. Nous allons voir dans la deuxième partie du week-end comment chacune des méditations est divisée pour nous indiquer le bien-être qu'elle procure, la sécurité qu'elle procure, la valeur qu'elle nous procure. Et comment comprendre l'urgence pour que ça bouge immédiatement. Il faut que, au bout du compte, chacune de ces méditations, je comprenne, ça parle à moi. C'est extrêmement important et c'est extrêmement urgent. Sinon, j'ai autre chose à faire. Les émotions de mon petit pois sur du verglas qui essaie de protéger une potiche dans le métro de Paris a des choses beaucoup plus urgentes que ces choses-là. Et nous, il faut qu'on puisse changer. Donc on veut arriver à générer des sentiments puissants qui déclenchent des émotions, qui nous donnent une énergie, qui nous permettent de urgemment, maintenant, agir. Maintenant, changer les choses. Sinon, c'est encore un beau sentiment pour plus tard. J'ai commencé à comprendre que ça parlait un peu de moi. Mais pas beaucoup, parce que c'est menaçant. Parce que je ne suis pas identifié correctement. Et puis, ça ne semble pas tellement important, puisque ce ne sont pas mes enjeux vraiment, puisque je ne suis pas encore identifié correctement. Et donc, ce n'est pas vraiment urgent. On va voir dans la façon qu'il présente chacune des méditations. Il montre comment ça part de nous, ensuite de l'importance pour arriver à l'urgence. Mais moi, ce que j'observe dans la pratique, c'est qu'il y a l'urgence. Avant de trouver si c'est important ou pas, avant de pouvoir juger, est-ce que c'est important ou pas pour moi de m'asseoir pour méditer, je ressens tout de suite une urgence pour faire autre chose. Je m'assois, j'ai envie d'être ailleurs. Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Je pensais à autre chose. Je suis obligé de me discipliner à tenir ma respiration. Je veux faire autre chose. Même si ça peut être une autre méditation, s'il vous plaît. Mais pas ça. M'en fiche. Donc c'est juste d'observer. Pour moi, je m'aperçois, il faut d'abord que j'ai une relation différente avec toutes ces apparentes urgences en moi.